Tu vas perdre de l'argent. Pas peut-être. Certainement. Et le pire dans tout ça, c'est que tu le fais probablement déjà sans t'en rendre compte. La troisième erreur que je vais te montrer aujourd'hui, c'est celle qui a détruit le plus de portefeuilles dans l'histoire des marchés financiers. Pas les cracks, pas les crises. Cette erreur-là, silencieuse, invisible et redoutablement efficace pour effacer des années d'efforts en quelques mauvaises décisions. Mais on y reviendra. D'abord, commençons par le début. La première erreur, c'est de confondre activité et performance. Il y a quelque chose de psychologiquement satisfaisant dans le fait de faire quelque chose. Surveiller ses positions, vérifier les cours 3 fois par jour, réajuster son portefeuille à chaque nouvelle macroéconomique. Tu as l'impression d'être actif, impliqué, aux commandes. Maître de la situation. Mais voilà ce que personne ne te dit. L'activité n'est pas la performance. Et dans la plupart des cas, c'est exactement l'inverse. En finance comportementale, on appelle ça le biais d'action. Le cerveau humain est câblé pour agir face à l'incertitude. Rester immobile, attendre, ne rien faire, ça génère une anxiété presque insupportable. Alors on agit, on vend quand ça baisse pour limiter les pertes, on achète quand ça monte pour ne pas rater le train, et à chaque transaction, on paye des frais, on déclenche potentiellement des impôts, et on prend des décisions émotionnelles déguisées en décisions rationnelles. Écoute bien ce chiffre, parce qu'il va te marquer. Une étude de Brad Barber et Terence Odéen, deux économistes spécialisés en finance comportementale, a analysé plus de 66 000 comptes d'investisseurs particuliers sur plusieurs années. Les investisseurs qui tradaient le plus obtenaient en moyenne 11,4% de rendement annuel. Ceux qui tradaient le moins, 18,5%, une différence de 7 points juste en bougeant moins. Sur un portefeuille de 50 000 euros sur 20 ans, cette différence, c'est plus de 200 000 euros d'écart. 200 000 euros, perdus non pas par manque de travail, mais par excès d'agitation. Et le problème, c'est que les plateformes d'investissement ne t'aident pas. Elles sont conçues pour t'inciter à interagir. Les notifications, les graphiques en temps réel, les alertes de cours, tout ça crée un environnement qui récompense l'attention, pas la patience. Alors voilà le premier conseil concret, celui que tu peux appliquer dès ce soir. Désactive les alertes de cours sur ton téléphone. Toutes. Fixe-toi un rendez-vous mensuel, une fois par mois maximum, pour consulter ton portefeuille. Pas plus, crée une règle écrite, oui, écrite, qui stipule qu'avant toute vente ou achat, tu attends 48 heures. Ce délai de friction artificielle est l'un des outils les plus puissants pour court-circuiter tes décisions émotionnelles avant qu'elles ne te coûtent cher. La discipline d'un bon investisseur ressemble souvent à de l'inaction, et c'est exactement ce qui la rend si difficile et si rare. La deuxième erreur est plus subtile, et c'est pour ça qu'elle est souvent la plus destructrice sur le long terme. C'est de négliger les frais. Attention, je ne dis pas que tu les ignores totalement, tu sais bien qu'ils existent, mais tu les sous-estimes. Tu les considères pas comme une variable mineure, presque anecdotique, alors qu'ils sont l'un des facteurs les plus déterminants de ta richesse finale, et je vais te prouver pourquoi avec des chiffres bruts. Deux portefeuilles identiques, 10 000 euros de départ, 8% de rendement brut annuel. La seule différence, les frais. Le premier a des frais de 0,2% par an. C'est ce qu'on trouve sur un ETF indiciel classique. Le second a des frais de 2% par an, ce qu'on trouve sur beaucoup de fonds actifs, d'assurance vie mal configurée ou de placements clés en main proposés par ta banque traditionnelle. Au bout de 30 ans, le premier portefeuille vaut environ 99 000 euros, le second 57 000 euros, même point de départ, même rendement brut, même durée, juste 1,8% de frais supplémentaires par an, 42 000 euros évaporés, en silence. Ce qui rend cette erreur si dangereuse, c'est qu'elle est totalement invisible au quotidien. Tu ne reçois jamais un message qui dit « Aujourd'hui, les frais t'ont coûté 63 euros ». C'est prélevé automatiquement, sans friction, sans douleur. Et c'est précisément pour ça que le cerveau ne l'enregistre pas comme une perte réelle. Maintenant, voici ce que tu dois faire concrètement. Ouvre chacun de tes placements actuels et cherche le Total Expense Ratio ou le taux de frais sur encours. Si tu ne trouves pas cette information facilement, c'est déjà un signal d'alarme.
Pour une assurance vie, vérifie les frais de gestion sur unité de compte. Ils se cumulent aux frais du fonds sous-jacent. Pour un PEA ou un compte-titre, vérifie les frais de courtage par ordre et les droits de garde annuels. La règle simple à retenir: au-delà de 0,5% de frais totaux annuels sur un placement indiciel, tu dois avoir une très bonne raison. Au-delà d'un 0,5%, il faut une performance historique exceptionnelle et vérifiable pour justifier ce coût. Et dans la réalité, elle est rarissime. Un bon produit avec des frais élevés reste un mauvais choix. Un produit ordinaire avec des frais bas peut surperformer presque tous ses concurrents sur 20 ans. Ce n'est pas glamour, mais c'est l'une des rares choses sur lesquelles tu as un contrôle total. Et maintenant, la troisième erreur, celle dont je te parlais au début, celle qui a anéanti plus de portefeuilles que tous les cracks boursiers réunis. Prêt? Parce que ce que je vais te dire va peut-être piquer un peu. Cette erreur, c'est de laisser ton ego gérer ton argent. Voilà comment ça se passe. Tu fais des recherches, tu identifies une opportunité, tu investis. Et progressivement, cette conviction devient une partie de qui tu es. Tu ne possèdes plus des actions d'une entreprise, tu es optimiste ou bullish en anglais. Tu la défends dans les discussions. Tu ne lis que les articles qui te confortent. Et quand les premiers signaux négatifs apparaissent, tu les ignores. Pas parce que tu es stupide, parce que changer d'avis à ce stade te semblerait être une défaite personnelle. C'est le biais de confirmation combiné à l'attachement identitaire. Et c'est redoutable, parce que plus tu es informé, plus tu y es vulnérable. Les investisseurs qui font le plus de recherches sont souvent ceux qui développent les convictions les plus rigides, et donc les biais les plus coûteux. Le résultat concret: tu restes investi dans quelque chose qui s'effondre. Tu moyennes à la baisse, sur une position perdante, non pas parce que la thèse tient toujours, mais parce que vendre signifierait admettre que tu avais tort. Alors voici l'outil le plus puissant que tu puisses utiliser contre ce biais. C'est une question, une seule, à poser sur chaque ligne de ton portefeuille, une fois par trimestre. Si je ne détenais pas cet actif aujourd'hui, est-ce que je l'achèterais à ce prix avec ce que je sais maintenant? Si la réponse est non, ou même je ne sais pas, tu sais ce que ça signifie. Deuxième outil concret, tiens un journal d'investissement. Pas pour noter tes performances, pour noter tes raisonnements au moment de chaque décision. Pourquoi tu as acheté, sur quelle thèse, avec quelles hypothèses, et surtout, dans quelles conditions tu te donnais le droit de vendre. Ce journal te force à te confronter à toi-même de façon factuelle, sans que l'émotion du moment puisse réécrire l'histoire. Troisième outil, fixe des stop-loss mentaux ou réels avant d'entrer dans une position. Pas après. Décide à l'avance. Si cet actif perd X%, je réévalue la thèse de zéro. Pas je vends automatiquement. Je réévalue sans complaisance. Cette décision prise à froid, avant l'investissement, est infiniment plus fiable que celle prise en pleine chute, sous l'emprise du stress et de l'orgueil blessé. Ton portefeuille ne sait pas combien tu as payé une position. Il ne connaît pas ton histoire avec elle. Il ne fait aucun effort pour protéger ton ego. Et le marché, lui non plus. Ces trois erreurs, l'hyperactivité, la négligence des frais, l'ego, ont un point commun fondamental. Elles ne viennent pas d'un manque d'information. Elles viennent de ta psychologie, de tes biais, de tes émotions, de ta façon naturelle de réagir face à l'incertitude et à l'argent. C'est pour ça qu'elles sont si répandues. Et c'est pour ça qu'elles sont si difficiles à corriger, même quand on les connaît. Parce que connaître une erreur et ne plus la commettre, ce sont deux choses radicalement différentes. Tu peux regarder cette vidéo, hocher la tête, te dire « oui, c'est vrai, c'est logique », et retomber dans exactement les mêmes schémas dans 3 semaines. Parce qu'une notification va te pousser à réagir. Parce que tu auras oublié de vérifier les frais d'un produit qui a l'air bien. Parce qu'une conviction te semblera trop solide pour être remise en question. La vraie protection, c'est le système que tu mets en place aujourd'hui, les alertes que tu désactives, les frais que tu vas vérifier ce soir, le journal que tu vas commencer cette semaine, ces petites frictions volontaires que tu crées pour te protéger de toi-même. Parce que ton pire ennemi en bourse, ce n'est pas la volatilité, ce n'est pas l'inflation, ce n'est pas la Fed, ni les guerres, ni les crises, c'est toi, dans un mauvais jour, avec un smartphone dans la main. Et maintenant, tu le sais. Merci pour ton attention, c'est la ressource la plus précieuse qui soit. Like,
Si c'était utile, abonne-toi si tu veux aller plus loin. On se retrouve très vite pour continuer à reprendre le contrôle de ton argent.